En direct du Club Ciné de Canet, avec des camarades masqués, ça, qui vont se démasquer. Voilà. Mais qui êtes-vous, mystérieux camarades masqués? Oh, mais serait-ce André Joffre, serait-ce Laurent Goz et serait-ce Nicolas Marty? Alors, le sujet du jour, c'est histoire, nouvelles technologies et territoires. Je les mélange comme un bonneto. Et l'avenir a-t-il un passé ou le passé a-t-il un avenir? Dans les épisodes précédents, dans le département, on a eu des industries du 19e au 20e qui tournaient, qui étaient dynamiques, une économie prospère, youpla boum. Et puis, à partir de la seconde moitié du 20e siècle, à peu près, il y a ce qu'a théorisé un certain économiste marxiste qui s'appelle Henri Solence, qui a appelé ça l'économie de la rente, c'est-à-dire qu'on s'est reposé sur ce qu'on faisait, et puis on gagnait de l'argent avec les terrains, la vigne, et on empêchait même, on sabotait même les nouvelles technologies ou ce qui pouvait innover dans le territoire. Voilà. Donc, on va présenter, vous allez vous présenter donc un parade. Alors, Nicolas Marty, historien spécialiste de l'histoire de l'industrie. Bonjour. Bonjour. Tu Je te ne sais pas comment dire. Voilà. Je suis professeur à l'université de Perpignan et j'ai fait effectivement ma thèse sur l'histoire d'entreprise, une grande entreprise languedocienne qui est la Source Perrier, Mhm. que tout le monde connaît. Et je me suis spécialisé donc dans l'histoire des marchés, des biens de consommation et dans l'histoire des entreprises, qu'elles soient industrielles ou pas d'ailleurs. Dans l'histoire des crises aussi et des guerres et de ce que ça peut faire jouer sur l'histoire d'un territoire ou les trajectoires ou les dynamiques des territoires. Voilà, donc c'est un sujet qui, je pense, est accordé à la discussion d'aujourd'hui, j'espère du moins. André Joffre, qu'on appelle Texel dans le privé. Oui. Bon, moi je suis effectivement ingénieur de formation et j'ai fondé il y a maintenant presque 35 ans le bureau d'études de Texol, qui est le principal bureau d'études français spécialisé en énergie solaire. Et je suis par ailleurs président du pôle de compétitivité d'Herbie, qui est un pôle qui réunit sur l'ensemble de l'Occitanie environ 150 entreprises et laboratoires de recherche, que ce soit des laboratoires publics ou privés, dans le but de stimuler l'innovation en fait, puisque c'est par l'innovation qu'on peut générer de la croissance. Et Tu es schumpeterien. absolument. Laurent Goz, tiens, re-toi. Et non, mais moi, comme la dernière fois, j'ai pas changé. Donc, je suis hôtelier et je suis élu à l'agglomération et avec André à la chambre de commerce. Tu es vice-président à la CCI. Tout à fait. Tu y es, toi, au fait, à la CCI, Oui, André? tout à fait, oui, je m'occupe d'industrie en particulier. Voilà. Donc, est-ce que le camarade Nicolas, pour nous lancer, peut nous faire un panorama de ce qu'on avait en dynamisme industriel ici? Alors je peux, mais tu m'avais dit que ce serait Oui, court mais comme non, mais intervention. davai, buistra. Le panorama est nécessairement long, sinon... ça Oui, sort oui. pas. Non, mais je vais pas essayer... Un je vais essayer panorama d'être, long mais court. Tu comprends ce Je hein vois ce que tu veux dire. Je vais essayer d'être court. Je Ouais. pense que sur la très longue durée, il est clair que ce territoire a connu une activité assez forte. Quand je dis la très longue durée, c'est-à-dire depuis la période antique ou médiévale, c'est-à-dire il y a attesté effectivement des activités qui sont très fortes. On pourra peut-être y revenir. Un autre point, c'est qu'il est faux de penser, tu l'as déjà dit au départ, mais il est faux de penser que ce territoire a été un spectateur des grandes transformations de la période de l'industrialisation. Mhm. Et au contraire, je pense qu'on peut considérer que ça a été un acteur, parce que c'est souvent un point de vue qui est donné sur les industries ou sur les activités de la France méridionale. On considère que c'est vraiment très secondaire par rapport à ce qui s'est produit dans la France du Nord. Donc c'est faux. Et je pense qu'il y a quand même eu des éléments T'es même en avance, on parlera du four de Sorède. Voilà, alors absolument. Le four solaire, hein, parce que c'est un four, Four solaire. Et pas un four à pizza. c'est vrai qu'il y a des phénomènes qui sont assez intéressants, assez troublants, d'un décrochage en fait des activités T'as une après la date Seconde Guerre mondiale. Ah voilà, c'est comme moi. Tu vois, Donc tu te souviens, ça fait pareil. Ça nous a surpris. Hein. Alors c'est probablement dû, on en parlera aussi, à Oui. la convergence de plusieurs causes. Et
il est vrai que aujourd'hui, si on tient à la situation actuelle, il y a une activité, mais l'image du département, de ce territoire est plutôt celle d'une très faible activité, ou en tout cas avec un chômage assez élevé, qui laisse, qui est une image en fait fausse si on s'appuie sur la longue durée. Et donc Voilà. je pense que déjà un des premiers points, peut-être que cette discussion serait l'occasion de le diffuser, c'est de rappeler au contraire que ce territoire est un territoire qui a été dynamique, qui a mis en avant des entrepreneurs importants à l'échelle nationale et voire internationale. Et donc, on peut sans doute déjà s'appuyer sur cette activité passée pour ne serait-ce que faciliter les investissements ou apporter, disons, une image positive et entrepreneuriale de ce département. Ensuite, bien entendu, l'entrepreneur n'est pas nécessairement un philanthrope ou là pour le bienfait des territoires, mais Oui. je pense qu'il faut quand même rappeler que ce Et il peut territoire être en a connu. d'ici l'entrepreneur. Je dis ça. Bien sûr. Mais ça, je rebondis très vite parce que ce sera probablement un des autres Ouais. points. Cette question est fondamentale, c'est-à-dire est-il d'ici? C'est-à-dire qu'il y a un point qui est majeur, c'est celui du contrôle aussi d'une certaine manière. Et dans les causes du décrochage, il y a aussi probablement des éléments de perte de contrôle. On pourra en parler par exemple sur l'industrie métallurgique des Pyrénées qui a à un moment perdu complètement le contrôle et qui est devenue simplement une industrie extractive. Donc c'est-à-dire que la plus-value ne se fait pas en local mais ailleurs. Donc ça, cette question du contrôle et d'activité locale, c'est important. Et je pense que c'est aussi un enjeu qui est lié à la transition environnementale qui va venir, c'est-à-dire aussi on a besoin de localiser des activités avec des gens compétents ici. D'emblée, on est dans la thématique du sujet, l'avenir du passé sur les circuits courts. Exactement. D'accord. André, alors le solaire ici, bon, il y a l'historique d'abord de Sorède, mais c'était une expérience qui plus scientifique qui. Oui, pour le coup, elle a été totalement importée, celle-là. Ouais. Puisque, en fait, en deux mots, Sorède, c'est un chercheur portugais qu'on appelle le Padre Himalaya, parce que pour sa haute taille, qui avait été dispensé de dire la messe, etc., pour pouvoir se consacrer à ses recherches, et qui travaillait avec Augustin Mouchot, qui était le spécialiste du solaire à l'époque. Donc on parle de la fin du 19e. Hein. C'est à ce moment-là que la tour Eiffel est érigée. Et à ce moment-là, d'ailleurs, Augustin Mouchot a construit une machine à vapeur solaire qui permet d'imprimer un journal, le journal de la tour Eiffel, et donc qui distribue aux passants qui viennent visiter cette tour. Bon. Donc à ce moment-là, il travaille auprès d'Augustin Mouchot, et les services secrets étaient très intéressés pour faire de la très haute température, surtout pour faire des explosifs. Bon. Et il se trouve que le capitaine Bazery, originaire de Port-Vendre, a eu connaissance de ces travaux. Et évidemment, à l'époque, on n'avait aucune mesure de l'ensoleillement, etc. Hein. Parce qu'on fabriquait de la dynamite dans le coin, mais est-ce qu'il Non, y avait déjà ou pas? Il n'y avait pas de lien vraiment entre les deux. Il n'y Ouais. avait pas de lien. Et donc le capitaine Bazery, qui faisait partie des services secrets, décide d'amener le Padre Himalaya à Sorède, plus exactement entre Sorède et Argelès, à côté, pour essayer d'ériger un appareil qui n'a pas été fabriqué ici, qui a été importé. Il est arrivé en gare d'Argelès. Ils ont embauché tout ce qui existait comme muletier, etc., pour porter cet appareil à Notre-Dame-du-Château, sur une plateforme qu'on a retrouvée. Et là, ils ont installé l'appareil, qui faisait à peu près une dizaine de mètres de diamètre, qui était une espèce d'entonnoir qui permettait d'avoir des températures de l'ordre de 1500 degrés. Donc ils voulaient faire du diamant artificiel et puis de l'explosif. Et donc il est visiblement parvenu. Il n'est pas resté longtemps, il est resté pratiquement une seule année. En fait, c'était dans la pleine époque où il y avait les combats entre l'Église et puis les républicains. Ouais. Bon, c'était des périodes extrêmement chahutées. Et donc, il y avait les paysans, à un moment donné, il y avait une grosse sécheresse cette année-là. Les vignes portaient le deuil, comme on disait. Et donc, ils ont décidé tous les paysans de prendre les fourches et les pales samalées et d'aller donner une correction à ce prêtre qui attirait le soleil. Et donc, il est là et il explique que finalement tout ça,
c'est de la science, et il fait un cours de physique, parce qu'il était aussi enseignant, il enseignait la physique au séminaire, etc. Et là, en fait, il retourne tous ces gens-là, tous ces paysans qui entrent en communion avec lui, si on peut dire, et qui deviennent de vrais scientifiques. Voilà. Alors, quand on a découvert ce truc-là, serait complètement perdu si ça n'avait été un professeur du centre de recherche portugais qui est parti sur ses traces. Il est allé d'abord à Argelès-Gazos, parce qu'il pensait que c'était Argelès-Gazos qu'il était. Bon, et puis, sur les cartes qu'il envoyait à son frère, il disait que de là où il était, il voyait la mer. C'est pas possible que ce soit Argelès-Gazos, donc ils en ont déduit que c'était peut-être Argelès-sur-Mer. Et là, ils sont venus, ils ont cherché dans la montagne ce qui ressemblait à un refuge, un truc, et Notre-Dame-du-Château correspondait bien. Et donc en fouillant, en désherbant, en enlevant les ronces, on a retrouvé la plateforme où était installé cet appareil. Et ensuite, bien sûr, il ne restait plus, on avait quelques photos qu'à le construire, et donc nous avons reconstruit cet appareil qui aujourd'hui est opérationnel. Voilà. Alors, on va passer à Laurent, on reviendra sur le solaire. Alors toi, le solaire, c'est ton énergie, puisque tu as des hôtels, et sans soleil, tu n'en aurais pas autant. Oui, et puis j'ai des panneaux solaires qu'on avait installés au tout début pour chauffer l'eau chaude sanitaire. Il y a déjà un paquet d'années, André. Donc oui, mais moi, pour rebondir sur la question, sur l'histoire, sur l'économie et sur l'avenir que ça peut donner, moi je partage ce que vous dites. Et j'y mettrai une notion supplémentaire, c'est l'envie. Et je pense que dans beaucoup de territoires, malgré tout, il y a un territoire qui était industriel, qui était riche, et qui a été dégradé. Il faut quand même le reconnaître. Et je pense que peut-être trop de richesse, trop de facilité, et puis un cadre de vie qui est exceptionnel, a laissé cours un peu de facilité, ce que tu disais tout à l'heure, Nicolas, et qu'on partage, je pense, c'est l'économie de la rente. Après, je pense que l'envie, aujourd'hui, moi je suis beaucoup plus positif sur l'avenir de notre territoire. On avait des filières sur les espadrilles, Payotte et Amélie-les-Bains. Oui. J'ai pas le nom, je vais me faire engueuler, qui fait aussi des espadrilles et qui a été récompensé récemment. Les aromis au goût du jour. On avait du textile. On a Perpigne, on a le maillot français, Nicolas Goramir, qui remet ça avec l'ensemble de matériaux qui sont recyclés, qui sont revus, qui font des maillots qui vendent maintenant dans la France entière. Donc, je pense qu'il faut garder l'histoire, garder ce qu'on a su faire. On a eu des moments très importants, et ça a été dit tout à l'heure, je le partage, des chefs d'entreprise qui ont eu une vision, une notoriété et une emprise départementale, régionale et nationale. Il faut essayer, et je crois que si on est un peu élu, nous, de remettre cette envie-là au goût du jour. Et je pense que les potentialités, elles y étaient, elles y sont toujours. L'innovation et la crise qui arrive, et cette volonté de réindustrialiser, de refabriquer, de redécouvrir des méthodes anciennes, de les réactualiser grâce aux nouvelles technologies, et ça, c'est une avancée importante, permet d'avoir une ambition à construire de nouveau, en se basant sur ce qui s'est passé et sur ce qui existait avant. Et je pense que la génération de chefs d'entreprise, que tu connais comme moi, André, je pense aussi, a le potentiel, l'envie et le savoir-faire pour rebondir et faire rebondir également notre département. Alors, on revient à Nicolas. La question, c'est la question de l'enseignement qui m'intéresse. C'est-à-dire que et le mode de représentation, les gens ne s'interrogent plus sur ce sujet parce que il y a des banalités, dire oui mais ici il y a plus d'entreprises où ça se casse la gueule, etc. Mais la transmission de cette histoire de l'industrie, elle est mal faite. Et est-ce que les médias s'en emparent assez pour dire non mais on pourrait très bien le faire. Donc, est-ce que, justement, toi, tu enseignes cette histoire de l'industrie d'ici? Alors, oui. Oui et non. Enfin, et si oui, pourquoi on ne te le demande pas? L'histoire de l'industrie, c'est important, j'en suis certain. Et comme je le disais tout à l'heure, je crois que c'est important de montrer effectivement qu'il y a
des potentialités qui sont liées justement à l'histoire, sur le fait que des choses ont déjà existé et qu'il n'y a pas de, comment dire, de complexe particulier à avoir ici dans ce pays pour ce genre d'activité. Je pense néanmoins qu'il y a des choses qui sont aussi importantes, mais qui est liée aussi à l'histoire et à cette question de transmission. Ça a été évoqué, c'est ce qu'on appelle le know-how, le savoir-faire, qui, s'ils se perdent, mettent en péril en fait des trajectoires complètes. Là, on a évoqué effectivement un point qui est celui de l'industrie textile, avec effectivement la transmission, probablement. Enfin, il y a des savoir-faire ici qui sont récupérés, réutilisés de manière innovante, qui ne sont pas encore sur des échelles très importantes, mais c'est quand même un des points majeurs. Et ça, c'est ce que constatent tous les historiens qui travaillent sur la désindustrialisation. C'est-à-dire la perte du savoir-faire est extrêmement préjudiciable et elle fait ensuite reculer énormément un territoire, parce que la reconstruction d'un savoir-faire qui a été perdu, ça prend un temps énorme. Comme pour Notre-Dame, par exemple. Qui n'a rien à voir. Si on veut. Mais donc ça, je pense que c'est un enjeu et l'histoire est un élément important pour justement repérer les savoir-faire et pouvoir faire en sorte qu'on puisse les transmettre. Ça, c'est un point qui est important. Il y a des entreprises historiques comme l'Étoile du Soleil, par exemple, et qui peuvent transmettre aussi, parce qu'ils ont en plus, ils travaillent sur des techniques qui datent du milieu du XXe et qui font de la qualité. Et je pense que cette articulation entre tradition et innovation, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément, par exemple, dans le monde catalan, dans le Principat catalan, qui sait très bien jouer à la fois de tradition entrepreneuriale et d'innovation. Ce sont les Japonais de l'Europe. On peut essayer de s'appuyer sur ça. Et je pense qu'il y a aussi un élément qui est intéressant, même s'il y a des liens qui sont parfois un peu tortueux. Depuis les grands savoir-faire, parce qu'on a été quand même le territoire qui a inventé pour la France et pour le marché français, voire le marché international, le papier à cigarette. Et aujourd'hui, avec donc Bardou, les Bardou et les Bardou jaunes. Et maintenant, il y a quand même une entreprise qui s'appelle République Technologie aussi qui poursuit cette activité ici. Et je pense qu'effectivement, ces liens-là, ils doivent être plus clairs. Et l'enjeu sur le savoir-faire est majeur, je crois. Alors là, je suis avec des spécialistes de la formation aussi, d'une certaine manière, et puis de ces questions, puisque ces savoir-faire, ils sont aussi travaillés dans les CCI, dans les centres de formation professionnelle, etc. Et je crois que c'est un des enjeux vraiment importants, où l'histoire est importante, évidemment. Est-ce qu'il y aurait moyen qu'à la CCI, ils aient des conférences d'histoire pour que se recadrer justement le contexte? Comme ça, il n'y aurait pas de perte de tout à fait. vision. D'ailleurs, nous, à la CCI, on est conscient de cette, du fait que la crise va générer un certain nombre de choses. D'abord parce qu'on a fait des progrès considérables, en particulier pour maîtriser les objets digitaux. Aujourd'hui, on fait des réunions à distance, etc., de façon assez banale. Le bureau de la CCI ne s'est jamais arrêté de se réunir. Parfois même, il se réunissait 2 fois par semaine dans la période de crise, parce qu'il y avait des sujets avec des entreprises qui avaient des difficultés bancaires ou autres. Et donc, on les a résolus au fil du temps, au fil de l'eau, au fur et à mesure des arrivées. Et en fait, on a pu faire ça parce qu'on a mis en place des outils de communication extrêmement avancé, on va dire. Et aujourd'hui, tout le monde maîtrise la réunion en visio, quoi. C'est devenu une banalité. Tout le monde sait faire du Zoom. Oui, mais ça veut dire que, par exemple, la Chambre de commerce, on vient de créer un studio de télévision. Ah. Alors pourquoi? Alors un studio très basique, avec des iPhones, etc. Bon, pourquoi? Parce qu'en fait, on pense que la Chambre de commerce sera plus qu'un endroit physique, ce sera aussi un endroit où on va pouvoir irriguer, diffuser de la visio un peu partout sur des thèmes tels que ceux qu'on vient d'évoquer. Oui. Non, mais tu semblais demander la parole. Non, j'acquiesce totalement et je pense que, bien sûr, on a remis de la proximité et on est allé reconquérir tout un tas d'entrepreneurs, de marchés, d'histoires sur lesquels les liens étaient un peu distanciés avec l'ancien monde, si on veut construire le nouveau. Bien sûr, non, mais j'acquiesce totalement. Moi, j'ai l'impression que c'est le même monde, quoi. Mais bon, ça,
C'est pas ça. Alors, Maria, tu avais Oui. une question. Oui, ça fait très bizarre de poser les questions à M. Marty parce que je suis ce cours à l'université. Donc, Il est impressionnant, hein. Monsieur Marty, je sais que vous êtes directeur de recherche. Est-ce que vos étudiants de promo actuels et des promos précédents, ils s'intéressent à l'histoire industrielle de la région et quels sont leurs centres d'intérêt? Oui, bon, merci beaucoup Maria pour cette question. Oui, bien sûr. On travaille beaucoup à l'université de Perpignan, enfin dans mon groupe d'histoire sur l'histoire économique et l'histoire sociale du passé. Effectivement, donc il y a plusieurs étudiants qui travaillent sur cette question. D'abord sur quelque chose qui est assez intéressant, c'est donc l'entreprise Violet Frères, c'est-à-dire celle qui a produit donc vendu sous marque la marque Beer, et qui est une des plus grosses entreprises agroalimentaires françaises dans les années 1900 à 1940. C'est le premier annonceur de France dans les années 30. Et la particularité de cette entreprise, c'est qu'elle est dirigée dans les années 1920, 1930, 1940 par une femme et son frère, donc Simone et Jacques Violet, et qui emploient beaucoup de dactylos. Ils sont presque en avance en fait ils traitent énormément d'effets de commerce, de commandes. Et c'est une entreprise qui est assez peu connue finalement et qui est sous-estimée ici, en dépit du tourisme industriel qu'il y a autour. Donc ça, c'est une étudiante qui est de master qui s'appelle Rachel Foustet qui travaille sur cette chose. Et avant, Jérôme Cardona avait mis en avant aussi un certain nombre d'éléments sur les frères Violet qui ont créé cette entreprise. Il y a également des travaux qui sont faits sur le coopérativisme, qui est aussi une forme d'activité importante, solidaire, et qui a été très forte ici dans les années des années 1880 aux années 50, 60. C'est un étudiant qui s'appelle Pablo Bonat qui travaille là-dessus. Et puis, il y en a d'autres, évidemment, je ne vais pas vous assommer avec une liste, mais je pense qu'effectivement, il y a des études qui se font et qui sont, je pense, qui sont importantes, encore une fois, pour connecter le passé et le présent. Et d'une certaine manière, pour travailler aussi sur la confiance que pourraient avoir des acteurs locaux, et de ne pas, parce que c'est l'impression qu'on a quand on est un peu distant du monde entrepreneurial, c'est que ce territoire a tendance souvent à se sous-estimer, à se voir décalé, lointain. La falta d'auto-estime. Exactement. Comme nos entrées. Exactement. Et cet aspect-là ne doit pas perdurer au regard du travail du passé, justement, sur le passé. C'est vrai. Alors, le camarade Coretti, car il est là-bas. Bonjour. Et pas que pour ouvrir la porte. J'avais une question pour Nicolas Marty. On a parlé de deux des grandes gloires, des plus grandes gloires industrielles, que sont Beer et Job. Il y en a une troisième qui existe toujours actuellement, c'est CEMOA. Est-ce qu'il y a eu des recherches sur CEMOA? Est-ce que vous avez travaillé dessus et quelle place a CEMOA, par exemple, alors qu'ils ont un rôle national et international, est-ce qu'ils s'investissent dans la CCI aussi? Alors, je commence la première partie de la question est en deux parties. Puis après, vlong. Effectivement, alors c'est intéressant parce que là, effectivement aussi, c'est à peu près le même genre de choses que Beer et que les Bardous, et que ce que j'appellerais moi une sorte de district du papier à cigarette. D'abord, ce sont des entreprises qui sont toutes liées à des questions qui sont de connexion avec le monde ibérique, en fait. De l'industrie textile, de l'industrie papetière et de l'industrie du chocolat. Dans tous les cas, c'est lié au monde ibérique. Parce que ibérique ou catalan? Alors, je dis ibérique parce que c'est plus large en fait que le monde D'accord, catalan. non, parce qu'en général, il y a beaucoup de sud-catalans qui, pour les bouchons par exemple, qui sont venus, etc. L'industrie bouchonnière, voilà. Non, parce que par exemple, le chocolat, c'est en lien direct avec le passé colonial des empires ibériques, donc, tout simplement. Donc, ce sont par exemple, là, effectivement pour CEMOA, c'est un héritier direct de l'entreprise Cantalou Catala, en fait, qui est une entreprise du Val-Espire, qui a fabriqué du chocolat dans des bonnes proportions et qui s'est fait racheter effectivement au début des années 60 par la famille Poirier et qui a su le développer pour en faire une très grande entreprise effectivement internationale de chocolat qui est un fabricant en gros en fait, qui ne vend pas sous marque ou très peu et donc qui est méconnu du grand public
Et de ce On point ne de sait pas vue-là, que c'est lui, c'est moi. C'est con. exactement. Alors sur l'entreprise C'est moi, non, nous n'avons pas effectivement de travaux historiques, mais c'est un des objectifs, ce serait effectivement de pouvoir travailler sur eux pour aussi valoriser cette histoire. Mais il y a eu des travaux un peu sur le chocolat catalan au 19e et au début du 20e, mais pas sur C'est moi. Donc c'est une bonne piste. Inciter vos voilà. étudiants avec Absolument. des dégustations, des choses comme ça, là, vous risquez Ouais. d'avoir des vocations. Je crois qu'ils n'ont pas besoin de dégustation pour se lancer là-dedans. Voilà, vu qu'ils sont dépressifs, ils sont très chocolat en ce moment. Alors, les deux, alors c'était quoi la suite de ta question? Arrête de pouffer comme ça sur ton pouf. Faire des vannes. Ben non, c'était toujours pareil. Est-ce que l'entreprise C'est moi, par exemple, qui a une entreprise nationale d'envergure et internationale, s'intéresse à l'échelon local et s'investit notamment dans la CCI? Non, mais bien sûr, il s'investit. Il est partenaire depuis de nombreuses années de Visa Off, qui est un événement phare porté par la Chambre de commerce, qui réjaillit sur Perpignan et sur les alentours. Et Patrick Poirier s'est toujours investi au plus près, partenaire des expositions. C'est la vie locale. Et après, on le sait avec André, que c'est un interlocuteur qui est indispensable pour avoir une vision sur des problèmes qui sont plus macro. Et je crois que aussi bien toi que Bernard Fourcade, bien sûr, et moi également, il a toujours su répondre, apporter l'éclairage souvent nécessaire avec sa vision nationale et internationale. Et on est bien placé pour savoir que chaque fois qu'on a pu l'interroger, il a répondu présent, avec des conseils souvent avisés, quoi, qui éclairent notre vision et le rendu qu'on peut donner sur l'économie locale, bien sûr. André? Oui, bon, le père de l'actuel patron était très impliqué dans la vie locale, il était membre de plusieurs conseils d'administration, de banques, etc. Et donc, c'est vrai qu'actuellement, cette entreprise a beaucoup grandi, elle est propriétaire de très innombrables usines à travers l'Europe, et puis ils assurent la présidence du syndicat des chocolatiers européens, ce qui n'est pas une mince affaire, hein. Donc c'est vrai que bon, on peut considérer qu'ils seront un peu moins présents localement parce qu'ils sont partout en Europe, mais chaque fois qu'on a besoin d'eux, en fait, pour participer à une conférence, pour intervenir il est toujours présent, évidemment. Oui. Je peux ajouter un point sur l'investissement local de cette entreprise, c'est qu'elle fait partie de la fondation de l'Université de Perpignan et qu'elle a... Vous laissez le dire. Voilà, merci beaucoup. et elle participe à la recherche, enfin, elle accompagne aussi la recherche de laboratoires de biologie sur les molécules du chocolat. Voilà. Donc là, ce n'est pas du tout ma compétence, mais je crois que ça fait partie aussi des... On est compétent quand on aime le chocolat, Nicolas. Absolument, mais pour la biologie et le génome, tout ça, j'avoue que ça me dépasse totalement. Mais je pense que ça fait partie des éléments qui peuvent être des pistes que d'ailleurs les participants aujourd'hui connaissent encore mieux que moi, c'est-à-dire articuler le travail donc de la recherche avec de l'application de la recherche vers des activités industrielles. Ce qu'on appelait avant des clusters, mais maintenant le mot s'utilise pour autre chose, alors mollo. Le cluster, c'est un peu plus compliqué que ça, mais oui, c'est tout à fait ça. Et je pense qu'un des éléments, bon, je vais plaider pour ma paroisse, hein, oui, écoute. Un des éléments importants aussi à mettre en avant, c'est l'existence justement d'une université qui sort de sa tour d'ivoire et qui, si tant est qu'elle soit une tour d'ivoire, parce que bon, ça c'est encore une chose à dire, mais bon, oui. Et qui puisse se mettre aussi beaucoup au service du territoire et pour accompagner vraiment fortement les activités qui sont liées justement à ces enjeux, qui sont des enjeux qui dépassent en fait la simple production industrielle, c'est-à-dire des enjeux de production locale et de transition environnementale. Et ça, je pense que c'est un des atouts fondamentaux du territoire. Alors, c'est pas bien sûr le seul, évidemment, parce que les chambres de commerce, tous les dispositifs qui sont mis en place pour favoriser l'innovation sont bien sûr majeurs. Là, c'est plutôt la région que le département, puisque depuis la loi NOTRe, la voile a été réduite. C'est l'accompagnement de l'ensemble. Donc justement, ça va être l'enchaînement de trucs. Donc on a l'université, bon c'est une manière de parler, tu n'es qu'une pierre de la cathédrale. On a la CCI avec ses entrepreneurs.
il aurait fallu, pour qu'on soit complet comme le pain, que nous eussions eu des représentants du département, en plus ça tombe bien, c'est départemental, et ou de la région, parce que malheureusement, moi je pense que l'échelon départemental est meilleur, mais depuis la loi NOTRe, ils sont plus opérateurs, plus autant. Donc la question justement, c'est est-ce qu'il vous arrive de travailler tous ensemble, et voilà. En permanence. Et est-ce que vous avez un agenda qui est calé Si vous voulez, moi dans le domaine de l'énergie solaire, des énergies renouvelables, on a une longue tradition, puisque à la fois le four solaire d'ODIO, mais on ne le sait pas, mais le four solaire d'ODIO est bilocalisé en fait. Il y a une partie du laboratoire qui est située à Perpignan, à Technosud. On travaille depuis une vingtaine d'années ensemble. Moi-même, il y a 40 ans bientôt, je suis passé à l'université et j'ai amené des expérimentations depuis mon école d'ingénieur. Donc il y a vraiment une relation très ancienne, et il y a des enfants qui sont nés de cette union, je veux dire, puisque si on prend l'exemple de l'école d'ingénieurs supplémentaires, en fait, si vous voulez, on avait identifié des besoins de formation d'ingénieurs et de techniciens de haut niveau dans le domaine des énergies renouvelables. On a obtenu l'autorisation de monter ça dans le cadre universitaire. Il y a d'abord eu des formations. Il y a eu, je me souviens, un diplôme qui devait être un diplôme, un DU, ça s'appelait comme ça, je crois, un diplôme universitaire, ouais. qui était juste, qui n'avait pas de reconnaissance extérieure, puis je crois un master, et puis finalement une école d'ingénieurs qui a été montée en association avec l'INSA, et qui est une véritable école d'ingénieurs qui forme en 5 ans des ingénieurs qui sont très réputés et très demandés. On a beaucoup de... voilà, alors très prochainement, il va y avoir le siège de cette école qui va sortir de terre, là, puisque le concours d'architecture est en cours. Ça sera toujours sur Technosud. Et ça, je trouve que c'est vraiment l'avènement d'un fonctionnement très cohérent entre le monde de l'entreprise et puis l'université. Alors, une question après, on passera à la question de Maria. Est-ce que les élus, alors là, on prend tout ce qu'on a à portée de gifle, à portée de main, vous demande dit André, s'il te plaît, pour le développement du territoire, raconte-moi le soleil. Laurent, s'il te plaît, raconte-moi comment on pourrait développer d'autres styles de tourisme. Et Nicolas, comment on pourrait développer des industries Est-ce que ça leur arrive ou rassurez-moi, j'ai eu... Non, moi, une fois, il y a un journaliste du Point, je crois, qui était venu faire un papier sur Perpignan. Et alors, quand je l'ai rencontré, il me dit, je comprends pas, tout le monde me dit du bien du pôle d'Herbie, de vous, etc. Et j'ai dit, comment ça se fait que... Je lui ai dit, écoutez, non, moi c'est curieux. J'ai de bonnes relations avec tout le monde, et surtout, je lui ai dit, ce qui est assez formidable, c'est que je peux renverser la proposition, c'est-à-dire dire, j'ai effectivement que des appuis. On n'a que des appuis. Quand vous faites une proposition, bien sûr, il ne faut pas qu'elle soit trop fantaisiste et qu'elle soit cohérente, on a toujours eu un soutien. Quand on a monté le pôle de compétitivité, du préfet Lataste à l'époque jusqu'au modeste conseiller général de Cerdagne, tous étaient très motivés derrière le dossier, on fait des lettres de soutien, etc. Donc on voit bien qu'il y a cette chose-là. Il y a même une appétence, je dirais, parce que sur ce thème des énergies renouvelables, dans le département, si vous voulez, on a peut-être, je dirais, quelque chose qui est un peu dans les gènes, mais c'est presque ça, quoi. C'est-à-dire que un journaliste de l'Indépendant pourra vous le dire, quand il fait un papier sur le solaire, il a toujours beaucoup de réactions. Ça réagit beaucoup. C'est parce qu'il y a un intérêt pour ce sujet, et puis parce que les gens se rendent compte que finalement, c'est un sujet qui est légitime, ça ne doit pas aller ailleurs. Voilà. Je pense que ça serait un drame si la centrale Thémis avait été construite à Marseille, ça aurait été un drame. Voilà. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que ça a été dramatisé. Parce qu'on sait qu'à Marseille, il n'y a pas de soleil en plus. C'est totalement ridicule. Mais c'est comme ça. Il y a une espèce d'appétence de la population. Et ça, c'est très puissant. C'est important parce que les politiques, souvent, on leur accorde peu de qualité. Ils en ont une. C'est le fait de sentir l'opinion. Voilà. D'accord. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que je peux vous dire qu'on a vraiment
un appui massif de toutes les couleurs politiques du département sur ces questions d'énergie solaire. Non, oui. Ah oui, bien sûr. Ah oui, alors, Nicolas, après je te repasse et après on passe Maria. Nicolas, oui, disais-je, donc est-ce que on vient consulter l'université pour avoir un diagnostic en vue de la mise en place donc de projets Alors, bon, je dirais pas que ça se passe nécessairement comme ça. Ouais. C'est plus complexe que ça. C'est-à-dire, faut arriver à créer une sorte d'écosystème. C'est ça. Et ça, c'est pas facile. Parce que ce sont des milieux qui sont pas nécessairement accordés naturellement, en fait. Mais je ferai la traduction après. non, Mais il est très je peux dire courtois, il autrement. est délicieusement courtois. Donc c'est pas. Alors bien sûr, on vient parfois nous demander sur des compétences qui sont très précises, Mhm. mais l'essentiel c'est d'organiser justement des rencontres et d'arriver à. Est-ce que coordonner ces il y a un éléments. endroit comme ah mon Dieu, cet endroit de Suisse où qu'on devrait bombarder Davos. Davos, est-ce qu'il y a des Davos locaux où on trouve les universitaires, les politiques et les entrepreneurs? Oui, nous on en a organisé pendant très longtemps des conférences à l'université avec le pôle de compétitivité. Et je peux vous donner un petit scoop là, c'est qu'on Oui. travaille actuellement sur parce que bon, le monde d'après va être différent du monde d'avant, ça c'est sûr. Mhm. Et on pense que le virtuel apportant beaucoup dans Ouais. le quotidien, il manquera quand même des rendez-vous physiques où les gens se rencontrent, se boivent des coups, etc. Oui. Et échangent des cartes de visite et puis plus que ça. Et donc on va lancer pour juin 2022 une grande conférence qui sera annuelle et qui aura lieu à Collioure. Mhm. Parce qu'on pense que le cadre est très important. Il faut qu'on fasse des rencontres de Collioure C'est sympa. qui seront des rencontres annuelles sur les énergies renouvelables. Voilà. Laurent, donc du coup, alors cette espèce de conspiration positive pour le développement du territoire. Est-ce que tu trouves que les politiques viennent te voir? Enfin, toi, t'es un être hybride, hein. Voilà. Donc, et ah oui, puisqu'en plus tu es aussi à l'agglo. Tout à fait. Donc, est-ce que la moitié de Laurent peut dénoncer l'autre moitié Non. ou il y a une mise en cohérence des deux Laurent? Non, mais moi je partage ce que dit André. L'ensemble, bien sûr qu'il peut y avoir 5% de choses où on n'est pas d'accord entre les diverses collectivités ou le secteur économique ou l'université, etc. Mais à 95%, l'ensemble des projets que l'on peut monter, à condition qu'ils soient montés pour le territoire efficacement, avec une logique, avec un financement et un plan financier qui est dans la route, qui sont accompagnés. Ces derniers temps, grâce à la CCI, on a détecté des constructeurs de catamarans. Mmh. Ça a été accompagné via Chambre de commerce, ça a été relayé via l'agglomération, où on a l'ensemble du foncier économique pour les installer. La région était partie prenante pour faire les aides à l'installation, et aujourd'hui, on a 150 emplois de Windelo. Et d'ici à quelques jours, je pense, une autre entreprise qui va générer autant d'emplois, qui va annoncer son installation également sur le pôle de Canet, et le développement de Katana, qui a été également accompagné avec les trois collectivités dédiées à l'économie, chambre de commerce, détection, montage de dossiers, agglomération, foncier, installation, et aide à l'immobilier, aide au fonds de roulement de la région. Et ça se fait très bien. Et pas que sur le nautisme, ça se fait sur tout le territoire. On est à Canet, donc j'ai pensé au nautisme. Oui, et puis on a fait des Voilà. émissions sur le territoire et la mer, parce que on trouve que on se développe pas assez sur la mer Mais ici. bien sûr, mais après moi je suis là, on a parlé, et ça a été bien retracé sur l'historique, Beer, les chocolatiers, c'est Cantalou et c'est moi, tout ce qui est tissu et création catalane, je pense que ça vous oubliez tout à l'heure, et la famille Kenta, etc. Et tout ce qui s'est fait là-dessus. Mais également, il y a eu des ruptures, je le partage. Mais après, il y a eu quand même sur ce département des continuités sur la logistique, qui est quand même le point fort du département. Il y a une tradition. Oui, parce qu'on a des plateformes Bien sûr. de distribution, d'éclatement de distribution comme Saint-Charles, mais pas que, le Boulou aussi. parce que géographiquement, on était un point de rupture et il y a eu historiquement, et moi j'en sors d'une famille, la famille Doré, qui était transporteur depuis le début du 19e,
Ça a été Raymond X après, et ça a été des multiples transporteurs, les Médina, etc. Enfin, tout ce que l'on connaît aussi tous à Saint-Charles. Et ça, c'est resté. Et ça, malgré tout, il y a une continuité plus visible. Le train de fret, au passage. Plus tangible. Oui, il y a Roca, il y a des parties peut-être moins impliquées dans la vie sociétale visible par les habitants, mais qui ont quand même réussi à continuer, à perdurer et à faire face à l'ensemble des changements financiers, technologiques, d'approvisionnement qui ont lieu au cours des siècles, pas des siècles, au cours des années, des dizaines d'années. Décennies, ouais. Alors, Et Marie, après, pour oui. en finir, et après je vous laisse. Non, parce qu'elle va me mordre. Non, mais là aussi je partage ce qui a été dit tout à l'heure sur la fierté et ce besoin de fierté. Et ça, je pense que c'était quelque chose qui est important, qu'il est toujours. Mais après aussi, il y a ce besoin de fierté et ce besoin de reconnaître quand on fait des choses bien. Et peut-être qu'on ne le dit pas assez, on ne martèle pas assez. On l'a fait avec André, on est allé 3 ou 4 ans d'affilée au CES de Las Vegas. Et je n'ai pas fait exprès, parce que c'est pas moi qui maîtrise ça. Qu'est-ce que le CES de Las Vegas? Le Oui, Consommateur oui. Electronic Show, D'accord. c'est le premier salon mondial de l'innovation. Oui, c'est pas un collège Non. d'enseignement supérieur. Et donc on avait amené, vrai. André, tu te rappelles, la première année, l'entreprise Flipper. L'entreprise Flipper, ce matin, je n'ai pas fait exprès, c'est pas moi qui décide les dates, elle est nommée dans les 15 licornes potentielles françaises. Licorne, c'est super. Voilà. C'est un truc l'entreprise macroniste plus. pour dire. Voilà, macroniste ou pas, je sais Non, pas. c'est mondial. C'est mondial. Ah, de licorne, d'accord. Et donc, elle est nommée dans les 15. Dans le magazine Challenge de ce mois-ci, dans les 100 startups dans lesquelles il faut investir pour 2021, il y a l'entreprise Pouce Pouce. Dans les récompenses du CES, donc Oui. des Américains, sur l'innovation, l'entreprise Basmi, la compagnie. Donc, dans ces classements, sur lesquels on n'a rien à voir, nous, on ne maîtrise pas ça, 3 entreprises du département. Sur un domaine où là, par contre, on a fait une rupture technologique, puisque on n'était sans doute pas légitime à aller sur un domaine digital, numérique, où le territoire n'est peut-être pas, dans l'esprit commun, le plus outillé ou le plus adapté à aller là-dessus. Et bien finalement, là aussi, on ouvre une nouvelle ligne métier avec des récompenses et des entreprises derrière et des chefs d'entreprise devant qui sont des plus performants. Voilà. Donc ça aussi, c'est à souligner et à mettre en avant. Et je pense que la valeur d'exemplarité et de fierté sur ces modèles-là, et il y en a plein d'autres, il faut pouvoir les porter. Maria. Voilà. Je voudrais poser une question à tous nos 3 invités, parce que je pense que chacun d'entre vous a son avis sur le sujet. Donc, nous avons évoqué l'Université de Perpignan, l'école d'ingénieurs et l'école 42. Donc, ma question consiste à savoir comment on peut motiver les personnes d'entreprendre, de faire la recherche et de ramener les nouvelles technologies ici pour faire vivre la région. André. En fait, il faut pas les ramener ici, il faut les inventer ici. Voilà. C'est ça, si vous voulez, on a un degré d'expertise ici dans plein de domaines qui est vraiment de nature à nous permettre d'aller au-delà. Je veux prendre un exemple, toujours pour rester dans ma sphère, qui est l'énergie solaire. Vous avez aussi un problème ici, c'est que les vignes ont de plus en plus de mal à supporter la chaleur, ça on le sait, mais surtout l'ensoleillement. Ce qu'on sait moins, c'est que l'ensoleillement, le rayonnement solaire, a augmenté d'environ 15% en 40 ans. Bon. Ça signifie que le vin, aujourd'hui, il devient difficilement buvable quand il fait 15 degrés. Hein. Moi, Il est très fort. Il est très fort. Bon. Et donc, ça ne correspond plus tout à fait au goût qu'on en avait, des vins de soif, des vins. C'est pour ça que les rosés, d'ailleurs, se développent énormément, parce qu'ils sont souvent plus légers. Et donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas imaginer... Alors, il y a 2 solutions. Soit on change carrément le mode de culture. On irrigue la vigne, on met des cépages différents, etc. Et on aura un vin qui sera très éloigné de ce qu'on faisait, de ce qui faisait l'originalité, la typicité du vin d'ici. Ou alors, on essaie de dire, bon, eh bien, finalement, si on mettait des ombrières sur les vignes, pour occulter environ 15 à 20%, c'est-à-dire la quantité d'ensoleillement supplémentaire, alors là, il se passe un phénomène intéressant. C'est qu'on retrouve des cépages indigènes
qui produisent le vin tel qu'on l'aime, tel qu'il est fait ici. En plus, on produit de l'électricité, et la production d'électricité représente un chiffre d'affaires à peu près équivalent à la production de raisins. Ça veut dire que des vignes qui étaient plus rentables, et qu'on est obligé d'arracher en fin de vie, deviennent rentables. Vous voyez ? On change complètement le mécanisme. Et accessoirement, on s'est rendu compte, parce qu'il y a une vigne de ce type à Tresserre qui est expérimentale, que nous avons soutenue avec le pôle de compétitivité d'Herbie, qui fonctionne, on s'est aperçu qu'en plus, en cas de gel, comme c'est arrivé cette saison, eh bien, ça protège un peu du gel. Parce que les pertes par rayonnement infrarouge sont moins importantes. Alors vous voyez que ça, c'est une innovation. Imaginez un peu si on est capable, si on peut un jour, alors la réglementation devra changer, etc. Ça va être très compliqué, mais il faut le voir sur le temps long. Imaginez qu'un jour, toutes nos vignes soient couvertes d'ombrières solaires et que nous devenions un département producteur de vin, le premier, ça on est déjà bien placé, au lieu d'avoir des terrains vagues qui sont en jachère, et puis qu'en même temps, nous soyons un pays producteur d'électricité, et nous avons une magnifique ligne qui passe sous les Pyrénées pour envoyer du courant électrique à l'Espagne. Et aussi, on peut vendre cette technologie. Bien entendu. C'est ça. alors, Laurent, Nicolas... Bon, Laurent... Sur quoi? Sur 42. Sur Mais non, mais l'enseignement. pas l'école 42 spécialement. Moi jamais de l'école 42. Je pense que c'est un projet. Bien sûr qu'on le porte. Mais il n'y a pas l'université, il n'y a pas les écoles. Il n'y a pas de concurrence. C'est autre chose. Mais bien sûr, c'est autre chose. Une saine émulation. Mais non, mais c'est autre chose et c'est un plus. Et c'est un plus qui peut venir sur le département parce qu'on a le reste. On n'aurait pas d'université, on n'aurait pas d'école, IMERI, RIDEM et autres. Mais 42, il ne serait jamais venu. Il faut avoir un socle. Il faut avoir déjà une compétence. Il faut déjà avoir une appétence pour la formation. Il faut déjà avoir prouvé de faire quelque chose pour aller les chercher, les faire venir. Donc, c'est pas... Moi, je ne marche pas du tout à ceux qui veulent opposer l'université 42 ou l'école. Ça n'a rien à voir. On a affaire à des publics différents. Et la qualité que l'on peut trouver dans les diverses formations du département permet à 42 d'avoir l'ambition de venir ici et nous de la porter. Voilà, donc c'est l'un ne va pas sans l'autre. Et ça apportera, j'en suis persuadé, très rapidement, une ligne supplémentaire, une façon de voir supplémentaire. Et puis 42, c'est quoi? C'est une école qui s'adresse en grande partie à des jeunes et moins jeunes qui ne sont pas adaptés au système scolaire normalisé, connu par tous. Et il faut admettre que tout le monde, et Dieu merci, la vie est comme ça, tout le monde ne peut pas rentrer dans une norme. Et là, on va avoir affaire à 15, 10, 15, 20% d'une population qui n'est pas adaptée à la norme, mais qui a des compétences et qui a quelque chose à apporter. Alors, ou on les laisse de côté, et c'est comme ça, ou on essaie, par ce biais-là, et il y en aura d'autres derrière, de les insérer dans une dynamique collective et d'en faire un élément de productivité supplémentaire pour le département. Et un éclairage national et international aussi qui n'est pas à négliger. Nicolas. Merci. Non, ça me fait plaisir. Deux remarques, disons. La première, c'est sur ce qui vient d'être dit, là, je pense qu'on peut constater quand même qu'il y a une certaine inadéquation en fait, entre les besoins souvent en emploi dans le territoire et la formation qu'on peut trouver, ou en tout cas, c'est un terme que j'aime pas beaucoup, mais qu'on peut utiliser, bon, c'est surtout en économie néoclassique qu'on appelle ça, mais le capital humain, c'est-à-dire la capacité, effectivement... J'étais marchand d'esclaves, ça ne me dérange absolument pas. On le lit souvent, ça, effectivement. Le capital humain, c'est comment, effectivement, dans une société, on va pouvoir valoriser certaines formations pour pouvoir le faire rentrer dans un ensemble productif. Et là, c'est clair qu'il y a quand même souvent une inadéquation, c'est-à-dire qu'il y a certains emplois qu'on n'arrive pas à couvrir. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des emplois qu'ils ne trouveront de même toute pas façon en traversant la rue. Ici. Donc, ça, c'est un des points qui est problématique. Et le fait, effectivement, de multiplier les types de formations, et il me semble que ça permet justement de faire augmenter un niveau moyen. La biodiversité des types de formation. Exactement. Et de faire en sorte que justement on ait une moindre inadéquation
entre le potentiel et les attentes pour diverses activités. Donc toute forme nouvelle qui apporte effectivement de la formation et une amélioration de cette formation est bonne. Donc on parle de 42 là pour revenir. Qui est le début de 421, mais ça n'a strictement rien à voir encore qu'avec Las Vegas. Et je pense que ça ne veut pas dire parce que souvent c'est présenté de manière un peu caricaturale, ça ne veut pas dire à la truelle, comme on dit. Par exemple, ça ne veut pas dire qu'on va abandonner complètement l'idée de former des citoyens, des gens qui s'intéressent à la cité, à l'art, etc. C'est au contraire. Ces gens c'est parce que j'ai une culture générale que je m'intéresse aux nouvelles technologies. Voilà. Et pas l'inverse. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est vrai que parce que souvent, on l'a pas beaucoup dit jusqu'à présent. Parce que tu as parlé tout à l'heure d'industrie. L'industrie a mauvaise presse, en fait, en général. Elle est vue comme un des éléments polluants qui peut mettre en danger un territoire pour ses capacités. On utilise rarement le charbon maintenant. Alors, on n'utilise pas le charbon. En revanche, il y a des enjeux. Sauf les Allemands. Des enjeux paysagers, par exemple. Et je pense qu'il y a aussi dans le département une richesse. Je pense que c'est pas. Ils sont au courant, surtout un gars qui a des hôtels. Une richesse à la fois patrimoniale et paysagère très, très, très importante. Et donc il faut toujours jouer entre justement les développements d'activités et le maintien quand même d'un cadre de vie qui soit acceptable et intéressant. Donc ça fait partie aussi des enjeux. Et précisément, je pense que c'est avec par exemple le solaire. C'est un des points qui peut être intéressant, c'est-à-dire d'associer le développement économique et la soutenabilité de ce développement. Ça, ce sont des choses qui sont importantes. Et les enjeux paysagers et patrimoniaux sont majeurs aussi. Donc je pense qu'on peut s'appuyer sur nos richesses qui sont aussi énormes. Parce qu'on ne mesure pas, peut-être on le mesurera quand ça sera disparu, peut-être. Ouais, voilà. Mais dommage, hein. Le très haut niveau paysager et patrimonial qu'on trouve ici. On a 42, 46 unités paysagères différentes rien que sur le département. Voilà. Alors, il me semble que Jérôme voulait poser une question, et pas quand est-ce qu'on mange. À nos trois invités, on parlait de la création d'entreprises, comment susciter leur création ici. Une entreprise, c'est une volonté, c'est un projet, mais c'est aussi un financement. Et donc, quelle stratégie actuellement, quel plan stratégique de la CCI, des personnes qui sont dans les conseils d'administration des banques pour aider localement les jeunes entrepreneurs. Et en écho, je voudrais savoir comment se passait jadis le financement des activités qui furent les fleurons du pays catalan. Alors, qui commence ? André prend la main. Je peux commencer. Écoutez, il existe tout un dispositif qui est vraiment opérationnel pour le financement des entreprises, de la start-up jusqu'à l'entreprise de grande taille qui doit lever des fonds. On a des fonds d'amorçage qui sont vraiment avec des prêts d'honneur, avec pour vérifier si une idée est soutenable et peut déboucher un jour sur une activité économique. Ensuite, vous avez des fonds, je pense à PRI, qui sont les banques de la place de Perpignan, des Pyrénées-Orientales, plus des chefs d'entreprise, etc., qui se sont réunis pour mettre un peu d'argent ensemble. Et cet argent, il est investi dans des projets. Alors, c'est pas des gros montants, c'est 30, 50 000 euros, voilà. Ça permet de pouvoir être la première marche. Et ensuite, vous avez la plupart des établissements bancaires qui possèdent des fonds d'investissement. Qui sont qui existent un peu partout, et donc qui vous permettent là de pouvoir lever davantage de fonds, jusqu'à 1 million, 2 millions d'euros, sous forme de prêts, mais souvent aussi sous forme de prêts participatifs, c'est-à-dire des quasi-fonds propres, qui vous permettent de pouvoir considérer pendant 10 ans que vous avez un partenaire sérieux qui est à vos côtés et qui ne viendra pas vous perturber parce qu'il va participer à la gestion, par exemple. Ce sont des fonds qui sont là, mais qui sont associés aux propriétaires. Et puis vous avez ensuite des entreprises spécialisées qui investissent, qui lèvent des fonds, et là c'est un monde beaucoup plus vaste encore. On peut noter quand même une disposition qui a été prise par la région Occitanie, qui prévoit de lever de l'épargne chez les particuliers,
avec WeSeed, qui est une entreprise de co-funding. Donc, Fondig, avec Et un travail. voilà, avec un travail, avec qui l'aglo travaille également, et donc qui permet de pouvoir investir dans des PME, dans des entreprises, avec l'assurance, si ce n'est la garantie, l'assurance que les dossiers des entreprises dans lesquelles ils investissent sont des dossiers qui ont été examinés, qui ont été évalués du point de vue de leur intérêt, de leur impact environnemental également, parce que c'est une dimension qui est importante aujourd'hui pour les grands groupes, mais aussi pour les PME, et puis également sur le coût du risque, quoi, la faisabilité de l'entreprise. Voilà. Donc aujourd'hui, franchement, pour une entreprise, il y a, quel que soit son niveau de développement, il y a vraiment des dispositifs d'aide qui existent et qui sont disponibles. Et je dirais que ce n'est pas l'argent qui manque aujourd'hui, c'est plutôt l'absence de projet. Et oui. Et oui. Et oui. Comme en politique, tu veux dire arrêtez avec ça. On manque d'hommes et de projets. Voilà, c'est ça le sujet. D'accord. Et donc, comment on répond à ça? Eh bien, pour les hommes, c'est par la formation, à tous les niveaux, que ce soit à l'université ou que ce soit à l'école 42 ou les écoles d'ingénieurs. Et puis, pour les projets, ben là, il faut créer des idées. Bon, et ça, je n'ai pas encore trouvé la formule. Hein. Comment viennent les idées? Voilà. Ce que je crois, c'est que le vin peut y contribuer. Hein. La pomme, Isaac Newton. Et puis les copains, voilà. Les copains, au coup de bord. Voilà. Parce que, si vous voulez, une fois j'ai raconté ça à un consultant américain que nous avait amené, il venait de Californie, et c'était Georges Frêche qui nous avait dit je vais faire venir un consultant américain, ouais, il va vous expliquer comment on fait du développement. Bon. Alors il était venu, il m'avait reçu un vendredi matin à Montpellier, et donc il me dit bon, alors comment vous faites, vous, pour vos réunions là, de créativité? Ben, je lui dis c'est simple, on se met autour d'une bonne table avec plein de copains et différents vins, vous voyez, de la région. Et au bout d'un moment, les idées fusent. Elles arrivent. Et je ne plaisante pas. Je suis persuadé on est tenant de ça. que c'est de la rencontre, de la confrontation d'idées, etc., que naissent les choses. C'est pas le gars tout seul, isolé dans son coin, qui va avoir l'idée géniale. Ça n'arrive pas, ça. C'est parce qu'on a vu des choses, parce qu'on voyage, parce qu'on voit CES Las Vegas, parce qu'on confronte ses idées avec d'autres. C'est ça qui fait naître la créativité. Et donc, il faut absolument qu'on entretienne ça. Notre vie sociale doit être un monde de créativité. C'est ça le plus difficile. Donc là, en ce moment, on peut plus y créer, participe. parce que, enfin, sauf tout à l'heure, On essaie mais de le faire malgré tout. voilà, c'est compliqué de se voir, de picoler, de boire ensemble. Laurent, donc tu veux rebondir? Non, mais je crois que la présentation d'André elle était des plus complètes et que l'ensemble des modalités de financement d'initiative en pays catalan a péri au fond et à ce nouveau fonds, qui je pense en plus sera présidé par quelqu'un de grande qualité, non qui connaît l'entreprise et ses modèles de financement. Je crois qu'on a tout pour. Et on avait essayé de modéliser un peu l'ensemble des financements, l'ensemble des accompagnements. Il y a l'université, l'incubateur, il y a les pépinières, et l'ensemble du territoire a des pépinières, a des moyens d'accompagnement, de détection. Et oui, mais après, il faut bien sûr les projets. Et pour abonder plus de projets, il faut plus d'écoles. Et puis voilà, je pense que c'est une roue qu'on a essayé de lancer tous ensemble. Et voilà, les premiers sortis, ça fait 2 ou 3 ans. Et puis il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter. Mais l'ensemble des potentialités pour le faire, elles sont déjà présentes sur le département. Alors Nicolas, avant, à part des braquages, comment on finançait les entreprises? Bon, ça merci pour cette question. J'en profite pour placer que Oui. les recherches qu'on fait actuellement sont financées par la mission Histoire de la Société Générale, par exemple. D'accord. Qui s'intéresse aussi à l'histoire. Et la Caisse des dépôts et consignations, parce que fut un temps... Il y a beaucoup d'archives à la Caisse des dépôts, mais bon, c'est effectivement un autre principe. Alors, c'est une question qui est vraiment intéressante. En fait, ça renvoie... Autant les autres, elles étaient connes, alors là... c'est pas ce que je veux il dire. était temps qu'il y ait une bonne question, tu as raison. Ouais. En fait, le tissu d'activité ici, il n'y a pas eu un champion, un très gros champion départemental, voire même provincial avant la Révolution. Le tissu est essentiellement formé par des PME ou du capitalisme familial. Alors même les Viollet frères, par exemple, on ne peut pas dire que c'est j'ai dit tout à l'heure que c'était une très grande entreprise, mais dans le monde des apéritifs, du négoce du vin, mais c'est pas non plus le Creusot ou Schneider et compagnie. On est d'accord. Donc le financement qui s'est fait ici, c'est assez net.
c'est un financement qui est toujours resté dans le cadre de sociétés en non collectif, en fait. C'est-à-dire dans des sociétés de personnes et pas dans des sociétés de capitaux. C'est-à-dire qu'il y a très peu de sociétés anonymes qui ont je parle jusqu'au milieu du XXe siècle. Hein. C'est-à-dire qui ont des besoins énormes de financement. Beaucoup de financements sont de l'autofinancement ou des éléments qui passent par des petites banques locales, des banques régionales comme la Banque Oriole par exemple, ou alors avec la Banque Mutualiste qui s'est beaucoup développée ici, bon, le Crédit Agricole bien sûr, la Banque Populaire aussi. Et certaines banques de dépôt qui sont venues ici, mais qui ont eu un rôle qui était très mineur. Bon, quand je parle par exemple la Société Générale ou le Crédit Lyonnais, c'est les exemples même de banques de dépôt. Donc le financement s'est fait beaucoup par du financement, du capitalisme familial, par autofinancement en fait, et puis par des crédits qui sont très liés à des réseaux locaux. Ça évite d'être acheté en fait. Alors ça évite d'être acheté. Parce que le problème de la cotation en bourse, c'est que sans aller jusqu'à la cotation en bourse, hein, disons qu'une société anonyme, elle est bien sûr en danger d'être récupérée par des opérateurs qui seraient peu coopératifs avec les principaux actionnaires. Donc, ça a des avantages, le capitalisme familial, ça a aussi des inconvénients. C'est-à-dire que ce sont souvent des firmes qui ont du mal à passer à la phase managériale, parce que nécessairement la famille essaie de garder le contrôle. Alors, bien sûr, il y a du grand capitalisme familial qui a su faire ça, par exemple les Michelin, les Renault, etc. Donc, ça, c'est en France. Mais ce qui se passe, c'est que ce groupe de PME et de capitalisme familial, je pense que c'est aussi une des raisons qu'on a évoquées tout à l'heure sur le décrochage en fait, des années 50-60 du XXe siècle. C'est que ce type d'activité, ce type d'entreprise est apparu pour beaucoup d'opérateurs nationaux comme dépassé et archaïque. Ce qui était important dans les années 1950-1960, c'est la grande entreprise sectorisée, nationale, voire mondiale. D'ailleurs, l'école dont je viens, c'est-à-dire la Business History, a un rôle important là-dedans, puisque c'est un des grands spécialistes d'histoire des entreprises, s'appelait Alfred Chandler Jr., qui a expliqué que, en fait, il y avait une histoire des entreprises qui menait l'efficacité maximale jusqu'à faire la grande entreprise, dont le modèle était la grande entreprise américaine, menée par des managers et sectorisée en fonction du commerce, de la production, etc. Bon, ça, oui, c'est selon la théorie de Ricardo de la spécialisation. Non. Non, mais c'est pas ça. Je peux me planter, mais moi je m'en fous, j'ai honte de rien. C'est beaucoup plus global, disons, par région. En fait. D'accord. Donc, c'est cette image qui fait qu'on se rend compte que beaucoup d'entreprises n'ont pas été accompagnées, ont abandonné, ont perdu pied dans les années 50 et 60 parce qu'elles étaient considérées par tout le monde quasiment comme archaïques, dépassées, et qu'il fallait vraiment passer à autre chose pour être dans la modernité. Et on s'est rendu compte qu'après, et les sciences sociales s'en sont rendu compte aussi, avec les notions de district industriel, de système productif localisé, qu'en réalité, ces réseaux d'acteurs très interconnectés les uns avec les autres, qui maintenaient une ambiance industrielle, qui faisaient vivre en fait toute une société, étaient en fait extrêmement positifs et très intéressants. Mais c'est venu alors qu'on avait déjà quand même perdu pas mal de force. Dommage. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin, je crois maintenant, d'acteurs qui sont au plus près du territoire et d'une des meilleure circuits compréhension courts, des on y activités. revient. Il n'y a pas que pour les navets. Parce que très vite, effectivement, vous prenez les bouchonniers par exemple, ou même des fabriques qui ont un truc très ancien qui se fabrique à Perpignan, du fouet, ou alors l'activité du fouet, pas la charcuterie, oui, le fouet voilà. de Perpignan. À Sorède, on y revient Sorède, aussi. voilà. Micou-Poulier, Une activité le importante, donjon du département. voilà, comme par exemple les industries électriques qui ont disparu au moment de la nationalisation de 1946 autour d'EDF, ou d'autres types d'activités, alors qu'elles auraient pu se maintenir. Mais bon, ces activités-là ont décroché, alors qu'avec un appui local, disons, à la fois capitalistique, mais qui dépassait simplement le cadre de banque Mais mutualiste. politique aussi, c'est une question. Et politique, ça c'est un Parce vrai que moi, question. je crois aux politiques, donc On peut en reparler si tu veux. On peut évoquer aussi cette question. Je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais parce que ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à documenter et ça m'intéresserait quand même. On Fais un appel. Non, mais c'est par exemple le fait que il est évoqué
souvent sur la manière du on dit, etc., qu'à plusieurs reprises, des entreprises importantes internationales auraient voulu s'installer sur le territoire. IBM, Renault, Volkswagen. Et que les politiques locaux l'auraient refusé. Alors ça, Paul Levy n'est plus disponible, c'est dommage. Je n'ai jamais pu le documenter, alors ça m'intéresse. Mais demande à Claude Barat, qui est toujours parmi nous, tu vois. Ce serait Claude a bien intéressant. connu Paul, c'est pour ça. Alors c'est vrai qu'il y a ce type d'activité-là peut déséquilibrer un territoire et faire changer sociologiquement, etc. C'est des choses qui sont possibles, probables, mais... Oui, mais il y a la question du CHU qui est arrivée à Nîmes aussi. Toujours dans l'économie de la rente, c'est une question qu'on avait évoquée avec toi, Laurent, et pour lequel je serai pour le retour de l'enseignement de la médecine à l'université. Donc voilà. Non, mais c'est une bonne question, mais à mon avis, va voir Claude Barat, il pourra t'en répondre. Alors, messieurs, il se fait tard, c'est pas que j'ai faim, mais il est 13h55, il va falloir conclure. Alors, je me rappelle plus du sujet de l'émission, donc je plaisante. Donc, il faut donc de l'avenir du passé, du futur, enfin la DeLorean, tout ça. Comment on peut raccorder un peu tout ça pour que on soit tan affam et tan superbe. Circuit court. Voilà, circuit court et revenir et autonomie aussi, parce qu'il y a une question d'autonomie. Non, mais moi je vais vous conclure avec quelque chose qui m'avait été dit, qui m'a marqué. Et je ne parle pas spécialement des circuits courts parce que je pense qu'il faut les valoriser, il faut les aider, il faut les mettre en place. On ne peut pas faire qu'en circuit court. On ne peut pas faire qu'en circuit court, sinon à un moment donné on arrive à une taille qui n'est pas une taille suffisante pour passer au-delà. Moi, ça a été dit, je suis hôtelier. Et il y a des grandes familles d'hôteliers dans le département. Et je pense que la plus grande, tu sais de qui je veux parler. Tu ne feras pas de name dropping, comme on dit en catalan. Non. M'avait dit à un moment donné, si tu veux acheter un hôtel, il faut que tu regardes si l'hôtel a marché. S'il a marché, même il y a longtemps, il marchera. Tu peux le reprendre et retrouver une économie, le refaire fonctionner, etc. S'il n'a pas marché, n'essaye pas de le refaire, c'est qu'il n'y a pas de marché, il ne marchera pas. Et je pense que ce qui a été dit tout à l'heure sur l'expertise, l'ambition, le développement industriel du département, elle était certaine et prouvée par les historiens de l'économie et par ceux qui travaillent là-dessus. Et sur cette base-là, je suis persuadé, et c'est pour ça que je me suis engagé notamment à la Chambre de commerce ou à l'agglomération sur la partie économique, je suis persuadé qu'on peut retrouver la même gloire, la même fierté, et le même dynamisme et le même nombre d'emplois, parce que c'est pour ça quand même qu'on se bat, que ce qu'on avait à un certain moment. Et j'y pense souvent à ce qui m'avait été dit et de le mettre en œuvre pour le département, ben, ça fait partie, non, André, des ambitions louables qu'on peut nous prêter, en tout cas qu'on essaye d'avoir un peu tous les jours. Voilà, pour ma conclusion. André, puisque je t'ai juste après. Ben oui, alors, bon, on a parlé tout à l'heure des prémices du solaire en 1900, hein, on aurait pu parler de Montlouis, d'Odeio, de la centrale Thémis, etc. Bon, aujourd'hui, en fait, on est porté par un courant de pensée extrêmement favorable sur l'environnement. Tout le monde a compris l'intérêt qu'on pouvait avoir à produire sa propre électricité. Et je voudrais vous donner un exemple personnel. Depuis peu de temps, j'ai une voiture électrique qui est garée devant, là. Et en fait, j'alimente cette voiture électrique avec de l'énergie solaire. C'est-à-dire qu'en fait, chez moi, je produis de l'électricité que j'autoconsomme, je consomme ma propre électricité, et quand j'ai de l'excédent, je l'envoie dans la voiture. Bon. Eh bien, au plaisir d'avoir une voiture silencieuse, nerveuse, etc., agréable à conduire, j'ai le double plaisir de ne pas polluer et d'utiliser non pas de l'électricité du réseau, mais de l'électricité de mon propre toit. Et ça, on ne peut pas faire plus court que ce circuit court. Hein, voilà. Et là, vous allez voir que dans l'avenir, les choses vont encore évoluer parce que le consommateur d'électricité ne voudra pas se contenter d'avoir de l'électricité verte. Il voudra avoir de l'électricité d'origine contrôlée. C'est-à-dire qu'on aura de l'électricité solaire catalane, on aura de l'électricité solaire de Canet. Vous voyez ? On va avoir des choses, et ça a du sens. Parce que ça voudra dire que si on prend de l'électricité de son village, eh bien, ça crée de l'activité économique dans son village. Et donc, c'est presque l'inverse de la mondialisation. On revient à des choses très, très locales. Reste, bien entendu, l'autre sujet, qui est de fabriquer chez nous, ici, la totalité des
des installations. Pour l'instant, on en fabrique à peu près 60%. Voilà. Et nous, on est assez bien placés pour être très autonome à tous les niveaux. Ah, bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Nicolas, Oui. Donc, merci. de rien. Hein. Donc, pour moi, une notion qui serait intéressante à mobiliser, c'est la notion de trajectoire, en fait. C'est-à-dire de voir les trajectoires d'un territoire, ce qu'on appelle aussi les dynamiques territoriales, mais bon, c'est un langage un peu obscur. Donc, la trajectoire d'un territoire, ça permet effectivement de voir d'où vient ce territoire. Ouais, donc sur le temps long. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, de prévoir l'avenir. Les historiens sont nuls pour prévoir l'avenir, de toute façon, c'est pas l'idée. Mais l'idée, c'est de voir d'où on vient et de comprendre en fait ce qui fait le succès ou les échecs aussi, hein, parce que l'échec est très intéressant, parce que c'est aussi un élément. On a parlé de beaucoup de succès en fait ici jusqu'à présent, mais il y a aussi des échecs importants. Oui, mais ça c'est connu chez nous, donc. Et pas tellement en fait. C'est-à-dire que faire un vrai diagnostic et de comprendre quels ont été les problèmes rencontrés et quels ont été les blocages en fait. Ça c'est souvent très utile pour essayer de comprendre comment on peut passer à d'autres situations qui sont plus positives. Donc je pense que, pour reprendre le thème de la journée, de la rencontre, disons plutôt. Non, on en discutera après, on n'aura pas d'autres discussions. Hein. Je suis persuadé que l'histoire en particulier, mais les sciences sociales en général, peuvent vraiment aider justement à comprendre les trajectoires et à donner des pistes pour qu'on puisse aller vers un avenir qui sera meilleur. Ça, j'en suis persuadé. Voilà. Messieurs, dames, ce fut un moment délicieux, mais il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte. Ainsi, nous allons saluer toutes les personnes qui ont participé. Et comme disait la phrase que tu vas me la dire en direct, on va conclure par... Messieurs, à vous avoir entendu, je crois qu'on s'est rendu compte que même dans le milieu des entreprises, le vieil adage « qui n'a pas de passé n'a pas d'avenir » est des plus pertinents. Merci et à bientôt tous pour une prochaine émission.